C'est en 2010, donc, que Régis Geoffrey s'aventure pour la première fois sur le terrain de la réalité pour écrire son roman, Sévère. Il s'inspire alors de la très médiatisée affaire du banquier Edward Stern, abattu de 4 coups de fusil par sa maîtresse, Cécile Brossard, pendant une séance sadomasochiste. Donc, on est un peu dans les mêmes thématiques. Cette publication a marqué un tournant important dans sa carrière. La prestigieuse maison d'édition Gallimard refuse de publier le manuscrit par crainte d'un procès, et le texte paraît finalement chez les éditions du Seuil. Bon, les craintes des éditeurs chez Gallimard s'avèrent fondées, puisque quelques mois à peine après la parution de l'ouvrage, survient l'annonce de son adaptation cinématographique, ce qui pousse la famille Stern à porter plainte contre Geoffrey et contre l'éditeur au motif de l'atteinte à la vie privée du banquier. La famille Stern retire finalement sa plainte en 2012. La même année, Geoffrey publie un second roman inspiré de la réalité, inspiré d'une affaire criminelle réelle, Claustria, qui reprenait la sordide histoire de Joseph Fritzl, cet Autrichien qui avait séquestré sa propre fille pendant plus de 20 ans. Lorsque l'affaire du Sofitel de New York éclate en 2011, elle constitue de fait une mine d'or pour l'écrivain. Elle s'inscrit dans la lignée des sordides affaires sexuelles dont Geoffrey s'était fait la spécialité, mais elle mettait de surcroît en scène une personnalité politique connue et qui inspirait déjà la curiosité du public. Le directeur du Fonds monétaire international du moment, potentiellement le prochain candidat à l'élection présidentielle française, Dominique Strauss-Kahn, s'était retrouvé emprisonné au pénitencier américain de Rikers Island. Une femme de chambre du Sofitel, Nafissatou Diallo, avait porté plainte contre lui pour agression sexuelle, tentative de viol et séquestration. Donc, le voici. La figure de Dominique Strauss-Kahn a dès lors polarisé les imaginaires médiatiques et littéraires. Selon une étude de Kantar Media, DSK aurait été, au moment des faits, la personnalité ayant généré le plus grand nombre d'UBM, donc unités de bruit médiatique, depuis la création de l'unité de mesure en 2000. En termes de chiffres, l'affaire du Sofitel aurait généré 13 761 UBM du 15 au 22 mai 2011, ce qui se traduirait grossièrement par une moyenne où chaque citoyen français aurait été en contact médiatique avec cette affaire plus de 137 fois au cours de cette seule semaine. Bon, à titre de comparatif, je l'ai inscrit dans mon PowerPoint, l'élection de Barack Obama en 2008 n'avait généré qu'environ 7000 UBM. Toujours selon Kantar Media, DSK serait devenu en 2011 la personne la plus connue de la planète en apparaissant dans plus de 150 000 quotidiens à travers le monde. L'affaire du Sofitel a également généré une importante production éditoriale. Marcella Yacoub, notamment, a rédigé un récit autofictionnel à propos de la relation intime qu'elle a entretenue avec l'économiste français de janvier à août 2012 et pour lequel elle s'est vue condamnée pour atteinte à la vie privée en 2013. Les romanciers Stéphane Zagdanski et Marc Witzmann se sont également prêtés au jeu de la fictionnalisation de cette affaire avec, respectivement, Chaos brûlant et Matière inflammable. Les titres et leur imaginaire incendiaire déjà indiquent bien ce que cette affaire a pu avoir comme effet dans l'espace social. Ce qui différencie toutefois des auteurs comme Zagdanski et Witzmann, de Régis Geoffrey et de Yacoub, qui se sont tous les deux retrouvés avec une poursuite sous les bras, c'est sans doute leur pudeur à entremêler la fiction et la réalité lorsqu'il s'agit de la vie privée de personnes réelles. Si Zagdanski, par exemple, s'est immiscé dans la tête de ces personnages pour mieux comprendre leur motivation, il s'est fait un honneur de ne rien inventer sur la vie privée des personnes réelles. Witzmann, quant à lui, s'est cantonné au romanesque en mettant certes en scène l'affaire du Sofitel et la déchéance du politicien, mais à travers les yeux d'un personnage strictement inventé. Donc, ce que toutes ces informations-là sur la production éditoriale et médiatique autour de l'affaire du Sofitel nous indiquent, finalement, c'est que cette affaire a constitué pour plusieurs auteurs et journalistes une source inépuisable d'articles, d'entretiens, de fiction, etc. Mais qu'en est-il des motivations de Régis Geoffrey lorsqu'il publie en 2014 sa ballade de Rikers Island? S'agissait-il tout simplement d'une affaire qui l'avait profondément marqué, ou son roman est-il plutôt devenu une opportunité en or pour lui de surfer à son tour sur la vague qu'a générée l'affaire? S'il ne nomme jamais explicitement ni Dominique Strauss-Kahn ni sa femme, Anne Sinclair, dans son roman, il mentionne pourtant à plusieurs reprises le nom de la victime, Nafissatou Diallo, le numéro de la suite célèbre du Sofitel où se seraient déroulés les événements en 2011, la 2806, et même l'endroit où DSK a été gardé en détention provisoire aux États-Unis dans le titre même de son ouvrage, c'est-à-dire dans le pénitencier de Rikers Island.
Plus incriminant, il n'hésite pas non plus à décrire la scène du présumé viol de la perspective de la victime et au présent de l'indicatif. Au sein même de son roman, pourtant, l'affaire semble d'abord et avant tout constituer une opportunité pour Geoffrey de multiplier les critiques à l'égard de ce qu'il considère comme les maux de la société occidentale contemporaine. C'est sans surprise, vu le sujet de son roman, qu'il s'en prend d'abord et avant tout au caractère intouchable des hommes de pouvoir. Tout au long du récit, DSK est présenté comme un prédateur qui n'avait d'autres intérêts que la satisfaction de ses besoins et de ses désirs personnels. Dès le premier chapitre de l'ouvrage, Geoffrey donne à voir la perspective de Strauss-Kahn, quelques heures après son emprisonnement, à travers l'œil d'un narrateur omniscient. Bon, c'est une très longue citation. Portée à ébullition, la haine devient un stupéfiant comme un autre. Il s'est mis à renifler, elle flottait dans l'air. Chaque bouffée le revigorait comme un trait de cocaïne, lui donnait l'impression de pouvoir remonter le temps, retrouver le couloir où son éjaculation dans la bouche d'une femme de chambre avait sonné le glas de sa carrière. Il regrettait de n'avoir pu la froisser dans sa main après usage pour s'en débarrasser dans la corbeille de la salle de bain. Sa haine, un couteau à la lame, assez effilé pour la peler comme un fruit, la découper en quartiers, en petits cubes, et puis la faire disparaître d'un coup de chasse d'eau avec les pépins de son squelette. Ce premier passage est ici révélateur. Le personnage de DSK, d'abord, est tout à fait inconscient du mal qu'il a pu faire. En mettant ici l'accent sur la haine que le personnage ressent, le narrateur donne l'impression que DSK se place finalement en victime d'une injustice où un détail comme une simple éjaculation avait eu pour conséquence la fin de son éminente carrière d'économiste et de politicien. Ce qui vient corroborer de nombreux propos de Geoffrey lors d'un entretien accordé à Pascal Clark sur France Inter, et pour lesquels il a été condamné pour diffamation d'ailleurs, selon lesquels DSK n'avait jamais réellement eu conscience d'avoir violé Nafissatou Diallo. Cette description de Dominique Strauss-Kahn comme un prédateur inconscient est par la suite renforcée et confirmée par différents passages du roman. Le DSK du roman n'hésite pas, par exemple, à évaluer d'une tape de la main la croupe d'une inconnue croisée dans un ascenseur, ni à dévoiler ses organes génitaux à une jeune professionnelle croisée dans un café et qui l'a poursuivie jusque dans la salle de bain. Convaincu d'être la victime de sa propre libido débordante, le personnage voit dans ses frasques une faveur qu'il accorde aux femmes qu'il rencontre. C'est ce qu'il sous-entend, entre autres, en repensant aux événements ayant mené à son incarcération. Une putain qui avait porté plainte pour viol parce qu'il avait oublié de payer la passe, lui qui croyait du fond du cœur que l'honneur de l'avoir lapé lui avait servi de récompense. Un magistrat tatillon aurait pu tout au plus le condamner à une amende pour délit de grivellerie. Les accusations de viol sont ici présentées comme un excès de zèle de la part de la justice américaine. Convaincu de sa propre innocence, le personnage de DSK a même l'audace de voir en ses victimes les réels responsables de ses malheurs. Je cite à nouveau le roman. Il n'éprouvait aucun remords. Les visages des femmes dont il avait joui ne seraient jamais des reproches. Leurs regrets tardifs trahissaient leur faiblesse, leur laisser-aller, leur couardise. Elles étaient coupables d'avoir préféré un paresseux instant d'abandon à la peine de hurler, de griffer, d'immobiliser l'adversaire d'un coup de genou. Bon, l'innocence de DSK est ici portée par un jeu ambigu qui vient renforcer l'hypothèse selon laquelle DSK n'avait jamais réellement eu conscience du mal qu'il pouvait faire. D'un côté, le lexique employé dans la première phrase, donc l'absence de remords et de reproches, vient corroborer l'hypothèse de l'innocence du politicien, ou à tout le moins, l'hypothèse de sa croyance profonde dans sa propre innocence. La narration des pensées de DSK à la troisième personne dans la première phrase, on passe ensuite à un discours indirect libre, où le propos du narrateur vient se confondre avec celui du personnage, et où est particulièrement marquée l'ambiguïté du raisonnement du politicien. Il ne peut éprouver de remords puisque ce sont les femmes qui sont les réelles coupables et dont la faute est de ne pas l'avoir repoussé, finalement. Il n'en demeure pas moins que la réaction légitime qu'il leur imagine, donc hurler, griffer, donner un coup de genou, est bel et bien celle de victimes de crimes sexuels. Et s'il éprouve à un certain moment de la honte, disons, face aux événements, ce n'est pas pour ses gestes répréhensibles, mais bien pour celles avec qui il les a commis. Je cite, « Il a un peu honte. Il ne voudrait pas que la presse française sape son image en répandant le bruit qu'il se frotte à d'affreuses bonnes. Il fait un effort pour sourire. Il n'aurait certes pu violer une pareille laideur, mais il s'excusait de s'être laissé aller à une écartade avec elle, ce qui l'avait sans doute retardé dans son ménage, lui avait valu une remontrance, et l'avait poussé à mentir pour sauver sa place. Il exigeait une confrontation quand il repasserait à New York dans une quinzaine. Il lui ferait les gros yeux, elle s'excuserait de lui avoir causé du tort, l'hôtel la mettrait à la porte pour faute professionnelle, mais il s'engageait à lui verser une somme d'argent pour lui permettre de repartir du bon pied. De nouveau, dans ce passage, Diallo n'apparaît non pas comme la victime, mais bien comme celle qui aurait commis des gestes répréhensibles.
DSK, quant à lui, se pose en homme sévère, évidemment, qui se laisse tout de même pas marcher sur les pieds par une femme de chambre, mais magnanime et compréhensif. Malgré les exemples que je viens de vous citer, il est important de noter que l'impunité de DSK dans le roman n'est certainement pas imaginée par l'intéressé lui-même. Au cœur du texte, Geoffrey voit dans le pouvoir, et plus spécifiquement dans le pouvoir de l'argent, une façon pour les prédateurs de se déresponsabiliser. À plusieurs reprises, des personnages font référence à DSK comme un homme extrêmement puissant, sous-entendant par là que Diallo ne devrait pas se mesurer à un homme de son envergure. C'est le cas notamment de la nièce même de la victime qui, en panique, croit qu'un homme pareil ne se laissera jamais condamner, et de Diallo elle-même qui répond tout bonnement lorsqu'on lui conseille de contacter la police à la suite des événements du Sofitel que son agresseur est un des hommes les plus puissants du monde. Dans la ballade, l'impunité de DSK n'est pas seulement attribuable à son statut et à ses moyens financiers, mais serait aussi intimement liée à son appartenance à la classe dominante de la société contemporaine et à la nationalité de sa victime, ce qui constitue une seconde critique qu'adresse Geoffrey à la société occidentale. Dès les premières pages du roman, DSK se confond dans sa malchance d'avoir été arrêté aux États-Unis. La France est plus humaine, dit-il, envers les pointeurs. Pour un pareil délit, avec les remises de peine que lui aurait valu sa conduite exemplaire d'hétérosexuel jamais partant pour une de ses parties de jambes en l'air entre co-détenus, dont certains matons prudes châtient les protagonistes de 8 jours de cachot, on l'aurait libéré au bout de 4 ou 5 ans. De même, le chambellan se félicite que ce spécialiste de l'image qu'on voyait tout à l'heure sur la photo, le chambellan se félicite que la victime ne soit qu'une pauvre black, je cite le roman évidemment, c'est pas mes mots. De fait, affirme-t-il, je cite à nouveau, si un contact physique avait eu lieu, elle avait dû parlementer longtemps, le supplier, tirer longtemps sur la corde avant qu'il se laisse supplicier d'une fellation dont il avait dû sortir tuméfié sous la langue râpeuse comme de la paille de fer. Dans d'autres passages, Diallo est même présenté comme une prostituée, voire comme une profiteuse et comme une menteuse. Donc, c'est la deuxième citation ici. Ils, donc les alliés de DSK, vitupéraient encore désespérément. Une chambrière noire comme un pneu, prompte à la rapine, au mensonge, si souvent cul par-dessus tête qu'on pouvait confondre ses joues avec sa paire de fesses. Une créature dont tous les orifices happaient le pauvre pénis du blanc pour lui faire payer au prix de l'uranium enrichi chaque goutte de sperme répandue. La nationalité de Diallo est ici mise en relation avec non seulement le fait qu'elle a dû mentir, mais également avec le fait qu'elle doit se servir de cette affaire que pour profiter de la faiblesse de DSK. Sa nationalité ferait d'elle quelqu'un de prompt à s'emparer de la possession d'autrui par la violence, quelqu'un de calculateur qui n'avait eu cette relation sexuelle que pour s'enrichir. N'en demeure pas moins que le pouvoir dans l'univers de Geoffrey viendrait d'abord et avant tout de la possession monétaire. C'est l'argent qui a permis à DSK d'embaucher son grand chambellan, ce maître de l'image qui, je cite, nettoyait les traces des frasques de DSK que DSK laissait à chaque pas derrière lui. Par l'intermédiaire de ce personnage, notamment, Geoffrey s'en prend à plusieurs reprises aux médias, à leur désintérêt pour la vérité, mais surtout à leur façon de pourchasser l'histoire inédite, sans aucune considération pour les protagonistes réels des affaires qu'ils couvrent. Ce qui constitue la troisième et dernière grande critique qu'adresse Geoffrey à la société occidentale contemporaine. Les journalistes et les photographes, tout au long du roman, sont présentés comme des prédateurs égocentriques, prêts à tout pour dérober une photo originale ou pour s'emparer de la primeur du moment. Dès l'annonce de l'affaire du Sofitel dans les médias, tous les journalistes s'en sont emparés comme des rapaces, avides de trouver le témoin ou le spécialiste qui donnerait le commentaire le plus sensationnaliste. Je cite le roman. Tout le monde se disputait l'aubaine, les bouches arrachant sans vergogne un fragment de l'ogre. Un préposé évoquait parfois la décevante hypothèse du consentement de la domestique. De fait, les citoyens français mis en scène dans le roman ont finalement les journalistes qu'ils méritent, eux qui se nourrissent du malheur d'autrui et dont la curiosité est d'autant plus sollicitée que le drame mis en scène implique des personnes connues ou de pouvoir. Pour augmenter leur tirage, tous les coups bas sont permis. Je cite à nouveau le roman, « Toute la vie privée du couple était en train de déferler dans l'arène. Pour mieux médire de lui, d'aucuns s'étaient mis à la calomnier elle, donc Anne Sinclair. » Si Geoffrey, donc, adresse diverses critiques à l'égard de la société occidentale contemporaine, il n'en revendique pourtant à aucun moment la paternité. Dans l'entretien qu'il a accordé à Pascal Clark, il affirme, bien au contraire, avoir voulu redonner une voix à celles qu'il considère comme les deux grandes victimes de DSK, c'est-à-dire Nafissatou Diallo, évidemment, mais également Anne Sinclair. Ce serait la raison pour laquelle Diallo est la seule protagoniste réelle de l'affaire à être explicitement nommée dans le roman.
Au cœur même de la ballade, Geoffrey multiplie les perspectives sur l'affaire du Sofitel et donne effectivement voix aux deux femmes parmi les autres protagonistes. Donc, à chaque chapitre, un nouveau procédé narratologique. Pour donner à voir la version des faits de DSK, de Sinclair et de Diallo, un narrateur omniscient prend en charge le récit des événements à partir de la perspective du personnage en question. À d'autres moments, un narrateur interne qui s'exprime au jeu met en scène l'auteur lui-même, Régis Geoffrey, menant son enquête jusqu'en Afrique pour recouvrer la liberté. Bon, ici, je ne suis pas aussi précise que M. Réginald Hamel. Je suis allée grossièrement. Mais sur les 54 chapitres donc, qui composent le roman, 13 sont consacrés à la perspective de DSK, 17 à celle de Geoffrey, 10 à celle d'Anne Sinclair et seulement 7 à celle de Diallo. Ce qui correspond finalement avec les pourcentages que vous voyez ici. Dès lors, on constate que Geoffrey se donne surtout voix à lui-même en écrivant son roman, plutôt que, comme il l'affirme, donner voix aux victimes de DSK. Il est indéniable que les sordides histoires d'adultère des politiciens français ont toujours intéressé le public. On peut penser notamment à l'ouvrage de Christophe Deloire et de Christophe Dubois, Sexus Politicus, qui répertorie justement les différentes polémiques sexuelles qui ont secoué le Parlement français. Dès lors, il est légitime d'envisager la possibilité que les motivations de Geoffrey à s'emparer de l'affaire du Sofitel pourraient provenir d'une ambition beaucoup plus mercantile que d'une volonté d'engagement littéraire. Peu importe ses motivations, toutefois, une seule et même conclusion peut finalement être tirée de cette affaire, sachant que Geoffrey s'est vu condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour diffamation à l'encontre de DSK. La littérature de notre temps semble aujourd'hui faire face à un important recul de son autonomie. D'un côté, les écrivains semblent se laisser tenter par l'appât du gain monétaire et ne produisent plus pour des ambitions strictement propres au champ littéraire. De l'autre, la société tend de plus en plus à imposer ses normes sur les productions littéraires, ce qui a généré, depuis le tournant des années 2000, une augmentation importante des cas de judiciarisation de la littérature, comme de l'autocensure de la part des auteurs. À la lecture du jugement rendu dans l'affaire Régis Geoffrey, on ressent presque un certain agacement de la part des juges devant l'argument de l'exception artistique. Je cite le jugement. Il ne saurait être davantage soutenu par pure pétition de principe et à grand renfort de termes véhéments qu'il existerait une immunité absolue du créateur, lequel, de par ce statut, quasi impossible à définir au demeurant, jouirait de la liberté la plus totale, y compris au détriment des personnes s'estimant gravement atteintes en leur vie privée ou leur honneur et considération, et tout aussi légitimes à faire valoir leurs droits. Si les juges admettent certes que la liberté de création est plus large que la simple liberté d'expression, ils se doivent en effet de mettre en balance les droits et libertés qui entrent en jeu dans les différents contentieux et qui ont, il n'est pas inopportun de le rappeler, un poids juridique équivalent. L'offense ultime que peut commettre la littérature réside finalement, c'est ce que sous-entend le jugement, dans le fait de délibérément laisser place à l'ambiguïté entre le réel et la fiction, ce qui est pourtant l'un des traits typiques de la littérature française contemporaine et ce dont abuse allègrement Geoffrey tout au long de la ballade. Si ces écarts à la fiction sont présentés par l'auteur comme étant des vérités romanesques, l'habile oxymore n'a pas leurré le tribunal. Je cite à nouveau le jugement. Cette confusion entre réel et fiction est au surplus grandement entretenue par le fait que Régis Geoffrey a choisi, selon ses propres termes, non seulement d'enquêter sur l'affaire en question, mais aussi d'essayer d'être avocat à décharge. Une innocence est toujours plus sympathique qu'une culpabilité. Démarche qui ne peut qu'être interprétée comme reflétant une volonté d'objectivité, peu compatible a priori avec sa revendication parallèle de subjectivité, et brouille encore la frontière entre le réel et la fiction, le lecteur pouvant légitimement estimer que les faits décrits sont, dans leur ensemble, le résultat des investigations de l'auteur. On reproche finalement à Geoffrey d'avoir, et je cite le jugement, cherché à faire passer pour réel, aux yeux de ses lecteurs, des faits inventés. Donc, dans un contexte comme celui auquel nous faisons face aujourd'hui, où la justice scrute à la loupe le travail des écrivains et où des juristes même interviennent en amont des publications pour s'assurer qu'elles n'engendrent aucune poursuite, quelle posture littéraire est-elle désormais envisageable pour les écrivains? Il s'agit de se conformer, d'éviter d'entremêler le réel et la fiction, a fortiori lorsqu'on met en scène des personnalités de pouvoir. Ou, au contraire, il s'agit de ne pas laisser les gens de pouvoir impunis, soulagés d'un simple règlement de compte à l'amiable lorsqu'ils commettent des actes qui dépassent l'entendement. C'est, il me semble, la posture qu'a choisi d'adopter Régis Geoffrey. Peut-être est-ce là le réel devoir de la littérature aujourd'hui que de faire justice aux simples citoyens devant les machines d'impunité que sont aujourd'hui les hommes et les femmes de pouvoir. Voilà.